Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bœuf politique, le tout premier de cette semaine. Nous recevons quelqu'un qui est en Belgique, originaire du Cameroun. Il est économiste, hétérodoxe. Je ne sais pas ce que c'est, il nous expliquera ce que c'est, du développement. Professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, il est également chercheur, il nous brossa l'oreille. Il est tellement lourd quand même avec 6 bras, je ne pourrais pas porter son CV. Voilà. Il s'agit de Thierry Amougou qui m'attend depuis Mathusalem. Ça fait quoi? Bonjour Thierry Amougou. Bonjour Jackie Moifo. Comment ça va? Bien, ça va bien. Bon, nous sommes toujours confinés, mais ça va. Oui. Disons, le déconfinement a commencé, mais il est tellement progressif que nous sommes presque encore en confinement. Mais ça va, ça va. Nous allons bien, Bon. grâce à Dieu. Oui. Cela faisait presque un an que vous m'attendiez, hein? Oui, ça fait, ça fait depuis qu'on se loupe, qu'on a des rendez-vous. Voilà. Je suis très occupé, moi aussi, donc voilà. Ça ne fait que partie remise, donc le plaisir n'est que renouvelé. Je suis content d'être le nouveau Jésus en m'attend. Bon, Thierry Amougou, avant de commencer, bon, ben moi aussi, avant de commencer, dites-moi, aurions-nous une quelconque proximité sociologique? Bon, déjà, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, la proximité sociologique. Je crois qu'on peut avoir une proximité sociologique par le fait que vous êtes Camerounais, moi aussi. Donc, ça fait déjà de façon implicite une proximité sociologique, ne serait-ce que par notre nationalité. Mais le terme en lui-même, je ne sais pas ce qu'il signifie exactement. Donc, je crois qu'il faut poser la question à l'auteur. Bon, on en profite pour saluer l'auteur et lui dire que nous avons tous la même proximité sociologique. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh, vraiment, c'est un vrai spectacle finalement. Alors, Thierry Amougou, cela fait 2 ou 3 ans que j'entends parler de vous par plusieurs personnes que nous avons en commun comme amis. Dites-moi, en dehors de l'enseignement et de cet économiste hétérodoxe, c'est quoi déjà un économiste hétérodoxe? Moi, je ne connais pas. Voilà. Un économiste hétérodoxe, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Je suis un économiste, donc j'ai une formation, j'ai été formé à l'école néoclassique dominante. Voilà, voilà, je fais une thèse en études du développement. Économiste hétérodoxe, ça veut dire que je n'ai plus uniquement ma base d'économiste, quoique ayant été formé comme économiste, je me suis ouvert volontairement à d'autres sciences sociales. Donc, je travaille avec des sociologues, avec des anthropologues, avec des politistes, des historiens, et même parfois des géographes. Ça veut dire que j'ai un regard pluridisciplinaire ou interdisciplinaire, tout en restant économiste. Ça veut également dire que j'ai un positionnement critique par rapport à la version dominante de l'économie. Donc, ça fait donc une hétérodoxie. Donc, je sors de l'orthodoxie économique dominante pour avoir un regard beaucoup plus large, beaucoup plus interdisciplinaire. C'est d'ailleurs pourquoi je suis à la tête, je dirige un centre de recherche dans mon université, qui est un centre de recherche interdisciplinaire. Vous dirigez un centre de recherche? Je suis directeur d'un centre de recherche dans mon université, qui s'appelle le CRIDIS. Oui, dans le centre de recherche interdisciplinaire, démocratie, institutions, subjectivité. Où il y a des économistes, des anthropologues, des politistes, des historiens. On essaie de porter des regards communs sur un même phénomène pour essayer de mieux le comprendre. Donc, l'hétérodoxie, c'est ça. J'ai peur pour le Cameroun parce que vous avez essayé d'enseigner dans certaines universités du Cameroun, vous avez été recalé. Et vous dirigez en Belgique. Bon, c'est amusant là. Bon, c'est amusant. Bon, je suis, comme je vous le dis, j'ai un positionnement critique et j'estime que la critique, pour qu'elle soit d'une quelconque utilité à la société, doit être une critique neutre. Disons, elle doit faire chaque fois un effort de neutralité pour qu'elle soit d'une quelconque utilité. Donc, il m'est arrivé par le passé donc d'exercer mon devoir critique par rapport au régime camerounais. Ce qui fait que j'ai commis un ouvrage en 2011 qui a pour titre de biaïsme. Et depuis cette période-là, j'ai voulu, bien sûr, apporter
ma contribution à la construction de mon pays par le fait que je suis professeur, je suis chercheur. Nous sommes toujours animés par cette volonté, ce plaisir de vouloir transmettre à nos jeunes frères et sœurs nos expériences, ce qu'on a pu accumuler comme savoir. Mais chaque fois, je crois que les gens deviennent myopes lorsque mon dossier passe, parce que des gens que je forme et que je dirige, les thèses que je dirige sont recrutées aux universités camerounaises, mais mon dossier disparaît chaque fois. Donc, finalement, je regarde passer les choses parce que je ne maîtrise rien de ce côté-là. Voilà. Thierry Joseph Amougou, son dossier disparaît tout le temps. Peut-être vos acquaintances... J'ai l'impression qu'on devient myope quand... Oui, je dis que j'ai l'impression qu'on devient myope quand mon dossier passe. On ne voit pas bien. Ne pourrait-on tout simplement pas penser que vos acquaintances avec une frange de la diaspora camerounaise vous auraient fait perdre votre proximité sociologique avec certains? Donc, la proximité sociologique, comme je vous dis, ce qui est important dans mon cas, je suis universitaire, c'est vraiment exercer un travail critique. Et comme je vous le dis, ce travail critique est extrêmement important. Il est extrêmement important, pourquoi? Parce que non seulement au niveau intellectuel, il permet au contraire de pouvoir s'exprimer. C'est Voltaire qui disait « Je suis contre vos idées, mais je me battrai jusqu'au bout pour qu'elles puissent s'exprimer. » Voilà. À ce niveau-là, déjà, la critique nous permet d'arriver vers la conciliation, la discussion. Mais au niveau social et politique, la même critique, c'est elle qui nous permet d'arriver à quelque chose qui peut ressembler à une vérité politique et sociologique. Donc, la critique est une instance de pacification, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau sociopolitique. Donc, c'est quelque chose que j'applique depuis toujours, et je ne recule pas. Je l'applique tellement avec beaucoup de fermeté, de radicalité, que je suis l'une des victimes de ma posture moi-même par rapport à cet épisode que je viens de vous raconter, pardon. C'est-à-dire que je ne m'épargne pas moi-même. Et cette critique-là ne m'a pas permis d'avoir tout simplement dans la carrière que j'aurais pu avoir au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, tous ces gens qui sont là m'ont formé et me connaissent, mais sont ils prennent un peu peur par rapport à cette posture-là. Donc, je peux dire que c'est plutôt ça qui m'écarte. Et pas et exercer une proximité sociologique qui amène le recrutement de la médiocrité est plutôt quelque chose de négatif pour le pays. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est-à-dire la posture que j'ai, j'espère qu'elle servira à d'autres positivement. C'est-à-dire qu'ils seront recrutés par ce qu'ils peuvent apporter à l'université, au pays, et pas par rapport, entre guillemets, ce qu'on appelle proximité sociologique. Donc, je crois que c'est ça ma position aujourd'hui. Vous savez que vous venez de vous griller une fois encore, de passer sur JMTV Plus là. On va envoyer une lettre, je ne sais pas à qui. Je suis le parti unique de mon média JMTV+. Donc, c'est peut-être moi qui vais recevoir une lettre, car je n'ai pas cette proximité sociologique avec vous, mais je vous donne la parole. Vous voyez un peu le truc. C'est chaud, vous venez encore de vous griller. Oui, votre question est importante, mais ce qui apparaît un peu en filigrane de votre question. Je crois que c'est extrêmement intéressant parce que si je reviens sur cette notion de proximité sociologique, ce qu'il y a derrière, disons, ce qu'on veut dire clairement par rapport à ça, c'est la question tribale, en fait. C'est-à-dire, on veut dire que monsieur, qui a interviewé Calibro, monsieur Foka, et Bamileke, et que comme Calibro soutient, le candidat Maurice Kamto, ça fait des accointances entre les deux par rapport à leur, Donc, Kamto Bamileke, Foka Bamileke, et par Calibri interposé, il joue le jeu de Kamto. Donc, c'est la question tribale qui est posée. Mais, encore une fois, je crois que JMTV mérite mieux. Je crois que le débat doit aller au-delà de ça. C'est-à-dire, on doit poser des problèmes pour respecter l'importance de JMTV, respecter l'importance du Cameroun, respecter l'importance de l'Afrique, aussi respecter l'importance de mon cerveau. Moi, je n'ai que mon cerveau. Lorsqu'il y a des choses médiocres qui passent par là, je tombe malade. À quel niveau on doit situer le débat pour sortir de ces petites choses qui ne sont pas au niveau?
au niveau des enjeux camerounais, des enjeux africains et des enjeux mondiaux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas penser le Cameroun sans penser l'Afrique. On ne peut pas penser l'Afrique sans penser le monde. Je pense que nous avons, dans notre pays, bien sûr, nous avons des familles. Après des familles, nous avons des clans. Après les clans, nous avons des tribus. Après les tribus, nous avons des ethnies. Après l'ethnie, c'est la nation. Quand on quitte la famille pour aller vers la nation, on augmente en citoyenneté politique, c'est-à-dire qu'on devient des sujets de droit. Et lorsqu'on quitte la nation pour aller vers la famille, on entre vers la généalogie. Ça veut dire que ce qui nous fonde, c'est le sang. Qu'est-ce que nous méritons comme réflexion? C'est de savoir que la famille, le clan, la tribu, l'ethnie sont à la fois des mécanismes de solidarité, mais également de division. Et que si nous voulons exploiter à la fois la dimension solidaire, on doit savoir comment utiliser ces choses-là. Mais si nous voulons diminuer la dimension séparation, domination, médiocrité, alors nous devons miser sur l'État. Donc, tout notre défi est de savoir comment exploiter la dimension positive de la famille, du clan, la tribu, de l'ethnie, et savoir que lorsqu'elles deviennent des instruments de division, de médiocrité, alors là, c'est l'État qui doit agir. C'est le défi qui se présente à nous. Et c'est ce que ce monsieur-là met sur la table sans savoir que c'est un problème complexe auquel nous devons réfléchir et que nous devons réussir à exploiter. Et vous voyez que ce n'est pas seulement le Cameroun, l'Afrique, nous avons ce problème-là et qu'on doit se construire avec ces réalités-là. Mais essayons de mettre en place un mécanisme qui fait de nous des sujets de droit. Nous avons ces problèmes-là partout en Afrique, oui, mais pas à ce point, pas aussi exacerbé. Je pense qu'en Afrique centrale, le Cameroun tient la palme d'or désormais avec ce fléau-là du tribalisme. Je connais un monsieur qui s'appelle Joseph Owona, je le cite, s'il veut m'attaquer en justice, je dis tout de suite, mais une vraie justice, qui, il y a 28 ans, en 1992, avait créé le concept anglo-bamileke. Et aujourd'hui, son fils Owona Nguini, avant les élections présidentielles au Cameroun, Owona Nguini, votre confrère, je ne sais pas si je vous le dis, qui est désormais vice-recteur, voyez-vous ce que je veux dire. Il a repris le flambeau de papa avec ce concept bamileke. Et ensuite, il a fallu que quelqu'un leur réponde devant la Cour constitutionnelle en disant « Je suis bamileke ». Puisque vous nous balancez, badigeonnez tout cela tous les jours, « Je suis bamileke », mais finalement, c'est celui qui répond qui est vilipendé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le journaliste qui parle. Je rapporte les faits. Aujourd'hui, comment sortir de cette impasse-là, mon cher Thierry? Oui. C'est-à-dire, c'est justement la suite de la réponse que je viens de vous donner. C'est-à-dire, une fois que nous sommes conscients du fait que la famille, le clan, la tribu, l'ethnie, et puis au-dessus l'État, une fois que nous sommes conscients que la famille, le clan, la tribu et l'ethnie peuvent être des facteurs de solidarité, peuvent être des facteurs de cooptation, mais peuvent aussi être des facteurs de domination, de division et de médiocrité. Nous devons chercher à extirper le meilleur de la famille, du clan, de la tribu et de l'ethnie. Comment? Chaque fois que la famille, le clan, la tribu et l'ethnie jouent un rôle négatif, c'est-à-dire exacerbe les divisions, diffuse la haine, entraîne la domination, parce qu'on peut avoir une domination à l'intérieur de la tribu, de l'ethnie, c'est la loi de l'État qui agit. C'est-à-dire que nous sommes des sujets de droit. Et essayer uniquement de tolérer ça lorsque la famille, le clan, la tribu et l'ethnie sont facteurs tout simplement donc d'excellence. Ça peut exister. Voilà. Et lorsque la famille et l'ethnie tiennent les rênes de l'État, comme vous dites, on fait quoi? Lorsque la famille et l'ethnie tiennent les rênes de l'État, qui devrait appliquer le droit, que fait-on? Oui, c'est justement ce que je suis en train de vous dire. Ça veut dire que l'État doit sortir. C'est-à-dire l'État ne doit plus, une fois qu'on va réfléchir tel que je suis en train de le poser là, l'État ne peut plus être une émanation d'une tribu. C'est-à-dire l'État devient l'incarnation du droit. Et le droit, c'est quoi? Le droit, c'est cet instrument qui est donc le tiers, c'est le tiers impartial,
Le droit, c'est le tiers impartial qui va gérer tout le monde au même pied d'égalité. C'est-à-dire, si on intègre cette dynamique-là dans la logique de la conception du pouvoir au Cameroun, dans la logique de nos institutions, l'État ne peut plus être une émanation tribale. Il devient tout simplement quelqu'un qui a pris le droit et qui est ce tiers impartial qui va nous gérer au même pied d'égalité, en laissant libre cours aux éléments de la famille, du clan, de la tribu et d'ethnie qui sont des éléments positifs. Donc, ça veut dire que nous avons un travail plus important à faire que d'entrer dans des petits machins de rien du tout. Oui. L'État ne peut plus être une émanation tribale. C'est ce que j'ai retenu dans votre discours. Oui. Très bien. C'est le titre de cette émission. J'annonce la couleur tout le temps. Hein. Je suis comme ça. Alors, Thierry Amougou, avant de poursuivre, je dois vous dire que je suis très heureux de vous recevoir car je savais que vous me badigeonnerez des belles paroles, des bonnes réflexions. Hein. Je n'ai pas lu tous vos livres, mais j'ai des titres. Il y a certains qui ont retenu mon attention. L'esprit du capitalisme ultime, démocratie, marché et développement en mode kit. Ça, c'est publié en 2018 chez Presse Université de Louvain. Pouvez-vous nous résumer ce que vous dites dans ce livre, l'esprit du capitalisme ultime? Oui, l'esprit du capitalisme ultime, ici j'ai un exemplaire, quand on se verra, je te le donnerai. Voilà. J'ai un exemplaire. Voilà. L'esprit du capitalisme ultime. Voilà, je pars d'un constat. Tu sais, tu me poses là des questions concernant le Cameroun et l'Afrique. Ces questions, c'est-à-dire nos pays ont des problèmes parce que justement, il y a des entrepreneurs politiques. Donc, il y a une responsabilité individuelle. Ce que je fais dans ce livre, c'est d'essayer de montrer que devient le marché, que devient la démocratie et que devient le développement une fois que les pays africains n'apportent plus rien. Autrement dit, une fois que ces réalités et ces notions n'intègrent plus leur culture. C'est-à-dire que ces phénomènes, la démocratie, le marché et le développement, qui sont des phénomènes historiques, sont transformés en produits finis. Autrement dit, nous devenons des consommateurs, des kits qui nous sont fournis par l'Occident. Donc, nos problèmes de développement, nos problèmes de démocratie et nos problèmes liés au marché sont bien sûr aussi causés par nos acteurs internes, mais proviennent aussi d'une dynamique internationale qui fait de nous uniquement des consommateurs. Autrement dit, lorsque nous nous plaignons du fait que la démocratie n'existe pas en Afrique et qu'il n'y a pas d'ancrage, cela provient aussi du fait que la démocratie est devenue aujourd'hui quoi? Un produit fini. On vous demande de faire une élection, on vous demande d'avoir une assemblée multipartiste, on vous demande d'avoir un Sénat, on vous demande d'avoir des observateurs internationaux. Vous voyez? Dès que vous faites ces choses-là, c'est-à-dire que vous montez... Certains se les achètent, les observateurs. Oui, c'est justement une des... La femme qui était dans le groupe de transparence ici au Cameroun, j'ai son numéro de téléphone, je l'ai contactée pour qu'elle vienne nous expliquer ce sujet un petit peu plus. Je peux vous dire que c'était la fuite. Non, non, tout ça était légal, mais venez vous exprimer. Non, elle a fui. Marion, non, elle a fui. Ce que vous évoquez, c'est justement une conséquence de cela. C'est-à-dire, une fois que vous bricolez, vous montez ce kit-là, ça veut dire que vous vous signalez positivement à l'extérieur et on vous considère comme étant démocratique. Alors que le fond de la société n'a pas changé du tout. Vous voyez? Donc, ça devient un kit, comme si vous allez à Ikea, vous achetez un kit, vous montez chez vous, vous ne savez pas fabriquer le meuble, vous ne savez pas d'où provient le bois, vous ne savez pas comment agencer tout ça. Donc, ça veut dire que nous montons des kits, ça reste superficiel et la dynamique du pouvoir dans nos États reste exactement la même. C'est ça le problème que met en lumière ce livre, pour montrer que finalement, une démocratie conçue ainsi de l'extérieur, en produit fini qu'on nous donne, devient tout simplement une tutelle. Une tutelle qui n'entraîne pas la transformation de nos sociétés. Et celui qui monte le kit est accepté par l'extérieur alors qu'il n'y a pas de démocratie du tout. C'est ça que met alors qu'à l'intérieur, il ne l'est pas. Il a accepté à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Voilà, à l'extérieur, on voit, il s'est signalé. Voilà, il a monté tout le kit. Hein. Il a monté tout le kit. Il me souvient ici en Belgique, Madame Magui de Bloch, une ministre en Belgique, qui disait mais pourquoi est-ce que les Camerounais s'en foutent? Le Cameroun est un pays très, très démocratique. Et elle a cité tout ce que je viens de citer là. Il y a des élections, il y a une assemblée multipartiste, il y a un Sénat, il y a tout. Voilà, vous voyez, donc tout le kit est monté. Donc nous sommes ici, ce que je mets en évidence, c'est ce que le capitalisme a fait de la démocratie. Vous voyez? C'est-à-dire le capitalisme a transformé la démocratie en produit
de consommation. C'est-à-dire, ce n'est plus un processus à travers lequel une société se transforme et travaille en elle-même pour aboutir à un régime pluraliste. Ça devient un produit de consommation qui ne transforme finalement pas les sociétés. Peu avant vous, j'ai reçu ce jeune homme, Bertil Okamit, que vous connaissez peut-être. Il est passé en émission et il tenait les mêmes propos que vous. Les hommes politiques en Afrique travaillent pour un système extérieur et l'intérieur, ils s'en foutent un peu. Voilà, l'intérieur reste. Donc, on voit bien que nos hommes politiques, bien sûr, comme ce sont des entrepreneurs politiques, donc ils sont malins, ils savent bien que nous sommes dans une conjoncture où il suffit de se signaler. C'est-à-dire, j'ai monté tout le kit. Vous m'avez demandé d'ouvrir, d'avoir le multipartisme, je l'ai fait. Vous demandez des élections, elles sont là. Vous demandez des observateurs, ils viennent. Donc, il n'y a plus rien à me demander. Et ce qui fait que, vous voyez que dans nos pays, en Afrique, bien sûr, toutes les constitutions, entre guillemets, sont démocratiques, mais la pratique réelle du pouvoir est restée la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de transformation des sociétés pour aller vers la démocratie. La démocratie, c'est une construction de l'autonomie par une société elle-même. Mais là, nous l'importons comme produit de consommation, comme produit fini. C'est ça que met en évidence ce livre et qui montre que nous avons des blocages. Nos blocages sont bien sûr dus au régime en place, mais ils sont aussi dus à un système international qui a fait de nous des consommateurs de la démocratie. Et nous d'en être des constructeurs. C'est extrêmement important. Et donc, je regrette de ne vous avoir pas pris en interview depuis. Ah! Je vais m'infliger une amende. Je m'inflige une amende de chocolat, un paquet de chocolat, mais pas de Belgique, mais du Cameroun ou de Côte d'Ivoire. Les Belges sont très bons. Les Belges sont très bons en chocolat. Ah, les Belges sont très bons en chocolat, mais... Après les Suisses, nous sommes deuxièmes en tant que fabricants. C'est les Belges. En termes de qualité de chocolat. Et ensuite viennent les Français. En troisième, je crois. Non, après la Suisse, c'est la Belgique. Oui, d'accord. Et les Français viennent en troisième. Je ne sais même pas si vous êtes en troisième. Pas grave. Thierry Joseph Amougou, la plantation de cacao, c'est où en Belgique? Dans quel point de Belgique la plantation de cacao? Il y en a en Suisse? De Côte d'Ivoire, du Cameroun. Voilà un des problèmes. Si on va aller de ce côté-là, nos problèmes en économie, c'est que voilà. On peut en parler, hein? On ira sur ce terrain-là. Pas aujourd'hui, mais dans une prochaine émission, nous discuterons des produits de rente, des consommations. Nous parlerons de cela, car je pense que l'Afrique est freinée par cela aussi. Lorsque je m'amuse avec mes amis blancs, je leur demande, est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un blanc en matière de café? Ils sont interloqués, mais Jackie, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit oui, il y a une différence. L'un le cultive, l'autre le consomme. Et curieusement, c'est celui qui le consomme qui fixe le prix. Ce qui n'est pas normal. Écoute, Jackie. Exactement. Bah oui, j'exagère, c'est ça, ouais. Bon, j'en prends un peu, moi aussi, je consomme désormais. Ça, c'est une réalité. Bien. Ce programme vous est proposé par Devisé au fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Plus 33 139 85 14 23. Joseph Thierry Amougou. Oui. Le biaïsme, point. Le Cameroun au piège de la médiocrité politique, de la libido accumulative et de la décivilisation des mœurs. Publié en 2011 à Paris chez l'Harmattan. Oui. C'est fort le café, là. Pas celui qui vient de boire, mais celui qui avait été écrit en 2011. Oui, ça c'est un livre voilà, que j'ai publié en 2011. Et comme je vous le dis, qui exerce, là j'exerce vraiment ma fonction critique sur le pouvoir au Cameroun. Donc, j'ai fait un constat. Et le constat que je fais, c'est quoi? C'est que le régime, au départ, c'est un régime qui suscite beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que on sort du régime idiot. Et puis, M. Biya arrive avec un ensemble, avec un programme politique assez séduisant, hein, à savoir voilà, la rigueur dans la gestion, la moralisation des comportements. Et tout ça est porté par le libéralisme communautaire qui constitue vraiment le programme, un programme assez alléchant avec des idées
d'humanisme, de solidarité, et surtout cette idée de libéralisme qu'on met conjointement avec la dimension communautaire. Ça veut dire qu'on ne rejette pas l'idée libérale, l'idée de concurrence, mais on ne rejette pas non plus l'idée de solidarité. Ça veut dire que des unités communautaires, voilà, ce sont des unités communautaires qui vont faire justement donc la concurrence par émulation. Donc ça, c'est assez séduisant. Et puis je fais un constat dans cet ouvrage, c'est que tout ça, rien n'a été fait. On a plutôt abouti à ce que dit le titre, à savoir une décivilisation des mœurs, hein, et une libido accumulative. Qu'est-ce que je traduis par là dans cet ouvrage? Je montre dans cet ouvrage que, alors qu'on annonçait la rigueur dans la gestion, on aboutit finalement, tout simplement, donc, au détournement des deniers publics comme étant la pratique politique. L'accaparement des richesses. Hein? Voilà, la pratique politique la mieux partagée. La pratique politique la mieux partagée. Ça veut dire que tout ce qu'on a annoncé, on a eu complètement le contraire. La moralisation, on aboutit à un Cameroun où vraiment les valeurs sont à l'envers, les valeurs de compétence, les valeurs de respect qui étaient même en cours dans la société, dans nos sociétés traditionnelles, sont complètement inversées. Au sens où aujourd'hui, c'est celui justement qui a accumulé, qui est le plus intelligent, c'est également lui qui donne des ordres. C'est pourquoi dans cet ouvrage, je parle de la politique du perroquet, la politique du perroquet qui provient du fait que c'est celui qui accumule, qui vous dit ce qu'il faut faire, c'est celui qui devient le plus intelligent, et vous devenez des perroquets, vous répétez ce qu'il dit, vous acquiescez. Voilà. Donc, dans cet ouvrage, je mets donc en évidence un ensemble, c'est-à-dire je fais vraiment une théorisation du biaïsme, et je mets en évidence d'abord le biaïsme nominal, qui est la version la plus simple, c'est-à-dire le nom BIA. C'est à partir de ça que je fabrique le néologisme biaïsme. Donc, on peut le définir comme le système politique mis en place par BIA, en partant de son nom. Ça, c'est le biaïsme nominal. Et puis, on peut avoir le biaïsme lexical. Le biaïsme lexical. C'est-à-dire, quel est son lexique politique? Le lexique politique du biaïsme, c'est pour le libéralisme communautaire. Donc, là, c'est au niveau théorique, au niveau des effets d'annonce. Et puis, il y a donc le biaïsme systémique. Là, le biaïsme systémique n'est plus une affaire qui commence avec BIA. On se rend compte que si on analyse le biaïsme de façon systémique, alors il faut aller jusqu'à la période coloniale. Parce que BIA succède à Yidjo, qui lui-même est déjà parrainé par le système colonial, et eux-mêmes sont ramifiés à l'extérieur. Donc le biaïsme devient un système qui plonge les racines, non seulement dans l'État colonial camerounais, mais aussi dans l'État post-colonial et dans ses liens avec les anciennes puissances coloniales. Là, c'est dans le biaïsme systémique, beaucoup plus complet. Et puis après ce biaïsme systémique, vous avez donc un autre biaïsme, ce que j'appelle le biaïsme après BIA. Autrement dit, c'est quoi? Le biaïsme sans... Ils vont rester, quoi. Oui, j'appelle le biaïsme sans BIA. C'est une autre dimension. C'est-à-dire que le système peut continuer même si l'homme n'est plus là. Même si l'homme n'est plus là. Même si l'homme n'est plus là. Donc on peut avoir un biaïsme après BIA. C'est pourquoi lorsque les gens me parlent, il est mort, il n'est pas mort, je dis, mais vous vous occupez de ce qui n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'empêcher que le système perdure, même s'il n'est plus là. C'est le biaïsme sans BIA. Et puis, il y a une dernière dimension que j'ai conceptualisée et qui était une sorte de proposition, c'est le biaïsme eschatologique. C'est quoi? Eschatologique. C'est-à-dire, je me suis dit, puisque le président actuel a son avenir politique derrière lui, il a eu un parcours hyper riche, il a fait 37-38 ans de pouvoir, donc il n'a plus rien à craindre. Donc, le biaïsme eschatologique, c'est une façon de dire que la fin de règne du biaïsme nominal en tant qu'homme, le président peut l'utiliser pour mettre le pays sur les rails, en partant l'idée que celui qui n'a plus rien à craindre peut donc faire des réformes fondamentales pour entrer dans l'histoire et laisser le pays sur les rails de la démocratie. Vous voyez, ça c'est une proposition. Donc, ce livre est une critique radicale parce que je prends le problème à la racine, et c'est également une critique constructive, parce qu'il y a 38 propositions dans le livre. Après avoir fait une critique radicale, je fais 38 propositions pour dire, vous n'allez pas seulement dire que j'ai critiqué, voilà aussi ce que je propose, pour qu'on puisse sortir de cette situation. Donc, voilà un peu, grosso modo,
ce système, et pourquoi la décivilisation des mœurs? Parce que ce qui compte aujourd'hui, lorsque vous lisez de la médiocrité à l'excellence de Bénézère, John Mollet, oui. Lorsque vous lisez quelqu'un comme Oscar Wilde, qui nous dit ce qui constitue la valeur d'un être humain, ce n'est pas ce qu'il a, mais c'est ce qu'il est. John Mollet nous dit la même chose. Il nous dit les médiocres, c'est ceux qui confondent l'avoir à l'être. Vous voyez? Et donc, dans ce système, on aboutit à quoi? Dans ce régime qui, pour moi, a fait faillite, on aboutit à ce que j'appelle l'objet dont je suis. Donc, c'est la voix qui fait la valeur des êtres humains au Cameroun. Donc, on a plongé dans ce qu'Ebenezer et Oscar Wilde appellent la médiocrité. C'est pourquoi je parle donc tout simplement donc, de cette médiocrité au niveau du titre et de la décivilisation des mœurs, parce que les mœurs aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce que j'appelle dans ce livre les plaisirs des orifices. Une fois que la valeur suprême, c'est l'accumulation, on place le pays dans des choses fugaces, dans des plaisirs immédiats, hein, les plaisirs des orifices. Manger, déféquer, faire l'amour, accumuler des femmes, des terres, voilà. Nous sommes à ce niveau-là. Donc, c'est ce travail-là que j'ai fait dans cet ouvrage, où je n'insulte personne, où je ne fais qu'une analyse critique radicale, et où je fais une critique constructive, parce qu'après la critique, je fais des propositions. Vous aurez été au Cameroun, il n'y a pas que Abon Bala qui serait viré de l'université. Hein. Vous aurez été viré avant lui. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, vous avez bien fait de rester. Si on me vire pour ça, ce serait dommage, parce que c'est mon travail. Lorsque M. Biya prend le pouvoir, vous y aviez cru, hein? Vous, personnellement, Thierry Amougou, vous y avez cru? Oui, je crois que je ne suis pas le seul à avoir eu beaucoup d'espoir. Quand Biya prend le 1982, je suis au Koumoin 1, dans un petit village camerounais au sud du Cameroun. Voilà, j'ai quel âge, je ne sais pas. 10 ans par là, 10 ans. Oui, oui, dans cette zone-là. Dans cette zone-là, oui, exactement, oui. Aussi, j'y avais cru, hein. Donc, nous sommes vraiment, voilà, dans un truc qui est aussi présenté comme étant un truc nouveau, exceptionnel. Et où toute l'intelligentsia camerounaise aussi nous a fait croire en ça. Je pourrais même vous réciter son discours de moralisation du mardi 18 janvier 1984. Je me représente à vous comme le candidat du renouveau national. Et il y a un jingle qui fait Paul Biya, le candidat du renouveau national. J'ai décidé de solliciter plus solennellement que jamais votre soutien. Un soutien massif, enthousiaste et patriotique. Un soutien à la mesure de l'engagement à prendre et de la responsabilité à assumer. C'est bien ça. Pour réciter le discours du président, vous êtes un bon citoyen, c'est bon. Je n'avais pas 11 ans que je retenais ces discours. Donc moi aussi, j'y croyais gamin que j'étais. Et 38 ans après, bon, je déclare, je n'ai plus à déclarer là-dessus. On va poursuivre. Eh oui. Bon, les gens vont dire, Jacques Mofoy est anti-Biya. Il est tellement anti-Biya que gamin, il retenait ses discours. Bon, un autre livre qui a fortement retenu mon attention. Il faut faire la différence entre la prise de position partisane et l'exercice de la critique. Les gens confondent toujours les deux. Hein? La critique, on ne peut pas avoir une démocratie sans critique. On ne peut même pas avoir une démocratie sans un peuple critique. Hein? C'est la condition sine qua non. Hein? C'est-à-dire, c'est cette critique-là qui permet d'avoir ce que Pierre Rosanvallon appelle un peuple souverain, un peuple veto et un peuple surveillant. Ça veut dire un peuple capable de critique. Donc, s'il n'y a pas de critique, on ne peut pas aller vers ça. Donc, lorsqu'aujourd'hui, nous sommes en train de construire une démocratie camerounaise, je crois que notre fonction principale, c'est de construire une population critique. Et cette critique-là ne doit pas, c'est-à-dire, elle ne doit pas être quelque chose qui épargne un camp ou un autre, qui ne nous épargne même pas nous-mêmes. C'est grâce à elle que nous allons vers des compromis sur le plan sociopolitique. C'est grâce à elle que nous progressons vers des vérités sur le plan cognitif, sur le plan intellectuel. Grâce à ce travail critique-là. Très bien. Thierry Amougou, je vous propose qu'on marque une petite pause. On revient à vous, chers téléspectateurs, dans la seconde partie qui parlera, qui commencera par « Le Christ était-il chrétien ?» À tout de suite.
Ok. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.